Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Laurent Berger. Bonjour. Un forum consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus, la perspective du déconfinement et puis aussi les implications économiques et sociales de cette crise. Et pour commencer, Laurent Berger, que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, donc c'est difficile à dire. Je crois qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Elles sont plutôt à saluer. Le confinement était nécessaire, manifestement. Voilà. Après, on sait qu'il y a un sujet équipement qui sera posé. Et qui méritera qu'on y revienne, et je pense notamment à cette histoire de masque. Mais vous savez, moi j'avais tout de suite dit qu'il fallait, dans cette période, de la responsabilité, de la solidarité, mais un peu d'unité également. Et donc, sur les questions sanitaires, une organisation syndicale comme la nôtre, elle fait confiance aux avis scientifiques et aux choix qui sont faits, mais évidemment qu'à un moment donné, il y aura un bilan de tout ça. Un bilan de tout ça, et donc vous ne voulez pas faire le procès que certains font au gouvernement, c'est-à-dire notamment l'opposition qui parle d'impréparation et de manque d'anticipation du gouvernement face à cette crise sanitaire. Vous savez, la question c'est qui aurait été préparé ? Parce que sur un certain nombre de sujets, notamment la situation de l'hôpital public, ce sont des choix qui sont très anciens. Et je crois que si on regarde l'échiquier politique, beaucoup peuvent reconnaître que la logique budgétaire qui a prévalu à l'hôpital et qu'on dénonçait depuis des années, elle a montré cette limite dans cette crise. Donc le gouvernement en est comptable, comme il est aux manettes, mais ceux qui ont exercé avant le sont également. Donc je pense qu'il faut un peu plutôt que d'essayer de tirer les marrons du feu chacun de son côté, il faut quand même qu'on réfléchisse sur ce que ça nous enseigne, cette crise. Et ce que ça nous enseigne, c'est qu'effectivement, la question de la santé, la question de l'hôpital public ne peuvent pas être traitées avec des seules logiques budgétaires, ce qui a été le cas de beaucoup de gouvernements précédemment. Donc les leçons à tirer, ça fera partie des leçons à tirer après la crise. Mais alors, avant d'en venir au déconfinement, puisque ça va être l'actualité de la semaine prochaine, une question aussi sur les EHPAD, un sujet qui a marqué les esprits, qui a marqué l'opinion, qui a marqué le personnel soignant. Faut-il parler d'une gestion hasardeuse de la crise dans les EHPAD, Laurent Berger ? Non, il faut parler d'une situation des EHPAD qui était anormale, et c'est pas faute de l'avoir dénoncé syndicalement que de dire ça. Moi, je vous rappelle que on s'était mobilisé très largement en janvier 2018 et dans les mois qu'on suivit ensuite pour dire stop, la situation dans les EHPAD, elle est trop tendue, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnes. Moi, je me rappelle, on revendiquait et on revendique toujours un accompagnant, une personne, un professionnel pour une personne âgée. Donc oui, il y a une situation dramatique. Quand il y a un virus qui arrive et qui s'attaque principalement, malheureusement, en tout cas qui s'attaque principalement aux personnes âgées, il y a effectivement quelque chose qui apparaît comme étant très tendu, et donc avec des drames. Mais moi, je veux le dire aussi, il faut faire attention avec que cette situation qui est difficile dans les EHPAD ne soit pas exacerbée par une attention médiatique qui soit malsaine. Qu'entendez-vous par là ? J'entends par là que oui, il y a des problèmes de fond structurels sur les EHPAD et qu'il faut en tenir compte. Mais que aujourd'hui, parce qu'il y a une inquiétude légitime des familles, notamment sur un sujet qui touche à la mort de proches, ça se polarise quasiment de façon hystérique autour de deux axes. Soit on aurait des EHPAD rose bonbon, entre guillemets, avec des salariés dévoués et contentes, parce que ce sont souvent des femmes, de s'auto-confiner avec les résidents, ce serait merveilleux. Soit ce serait des EHPAD de la honte où on laisse mourir des gens pour se faire de l'argent. Je pense notamment, je le dis parce que l'équipe CFDT de cette entreprise a réagi, je le pense notamment à ce qui s'est dit sur Korian. Il y a des récents articles de presse qui montrent une forme de caricature et d'acharnement autour de ce groupe qui est nourri par la haine de certains salariés qui ne sont pas majoritaires. Et donc, les délégués CFDT dans cette entreprise, ils disent oui, il y a des choses qu'il faudra améliorer derrière en termes de structurel, de santé et de sécurité. Et tout n'est pas rose, loin de là, évidemment, dans cette entreprise comme dans aucune entreprise du secteur. Mais attention de polariser, parce que quand on fait ça, on insulte les salariés de cette entreprise. Ça veut dire les salariés de ces EHPAD du groupe Korian qui font un travail formidable
dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, je pense qu'il faut, vous savez, dans cette période, il faut arrêter d'essayer de pointer des coupables à tout coup. Il faut essayer de trouver les responsabilités des uns et des autres et surtout de traiter les problèmes. Et sur le sous-financement des EHPAD, notamment publics, eh bien, ça a conduit à des choix qui ont été mauvais. Et donc, il faut monter la qualification des EHPAD, il faut adapter leur fonctionnement par le dialogue social, il faut permettre une analyse partagée de la situation pour améliorer la condition de la santé et de la sécurité. Surtout, il faut mieux reconnaître les professionnels aujourd'hui et demain, et ça passera pas par une espèce de le clouage au pilori de telle ou telle entreprise. De EHPAD bashing, par exemple. Oui, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'EHPAD bashing. Il faut dire que ces structures d'accueil des personnes âgées en situation, pour nombre d'entre elles, de dépendance, on doit y consacrer des moyens. Et ça voudra dire que demain, encore plus qu'hier, il faut une loi sur la perte d'autonomie. Il faut des moyens renforcés sur la gestion du grand âge. Il faut qu'enfin nos personnes âgées ne soient pas considérées comme des personnes dont on s'occupe qu'après avoir traité tous les autres problèmes, mais comme une des priorités de notre société. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a eu une première loi qui était portée par Madame Delaunay qui avait fait avancer un certain nombre de points. Elle devait être suivie d'autres lois. Ce n'a pas été le cas. Et bien là, très clairement, le gouvernement, à l'issue de cette crise, il doit porter une loi grand âge qui renforce les moyens des EHPAD et qui reconnaisse davantage les professionnels qui y travaillent. Est-ce que vous considérez que la situation est plus compliquée dans les EHPAD publics qu'en dans les EHPAD privés? C'est par rapport à ce que vous disiez sur le groupe Corian et sur les insuffisances peut-être au niveau des EHPAD publics. Je pense que tout le monde devra balayer devant sa porte, mais que c'est toujours particulier dans notre pays de passer d'une responsabilité de choix macroéconomiques qu'on peine à faire les uns et les autres, notamment parce que ça nécessite des choix d'investissement. Et je pense évidemment aux EHPAD, au besoin de renforcer les moyens dans les EHPAD. Et donc, je crois que tout le monde en a souffert, et les EHPAD publics également en ont souffert, comme les groupes privés doivent aussi balayer devant leurs portes sur les questions de santé, de sécurité, de moyens, de reconnaissance des professionnels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les attaques qui sont faites, notamment contre le groupe Corian, sont vécues par les professionnels de cette entreprise, en tout cas par beaucoup d'entre eux, comme une insulte. Comme une insulte. Alors, on en vient, Laurent Berger, au déconfinement. Donc, ça va être au centre de l'actualité du début de la semaine prochaine. À quelles conditions le déconfinement peut-il être réussi? En clair, Laurent Berger, qu'est-ce que vous attendez du plan que doit détailler mardi le Premier ministre Édouard Philippe? Si on se place d'un niveau un peu global, pour que ce soit réussi, ce déconfinement, il faut deux conditions. Il faut la condition du dialogue partout où il faudra reprendre, où le gouvernement fera le choix de reprendre, notamment dans les écoles en particulier, on y reviendra. Oui. En tout cas, il n'y a rien qui peut se faire de façon unilatérale. Donc dialogue social. Dialogue social concernant le monde du travail, dialogue citoyen concernant les aspects plus globaux, publics de ce déconfinement. Ça, c'est une certitude. On ne pourra rien faire sans de la délibération. Le deuxième élément qui paraît être extrêmement important, c'est que toutes les conditions de santé et de sécurité soient disponibles. Et on voit bien que beaucoup de choses tournent autour de ces fameux masques, des tests, de la détection des porteurs de virus. Et donc, il faut se donner les moyens d'avoir ces tests et d'avoir ces masques, parce que, y compris les questions qui seront posées, c'est les questions d'exercice de l'activité professionnelle, mais ce seront aussi des questions de transport, de garde d'enfants, de scolarité. Tout ça, c'est finalement, on s'est arrêté pendant 6 semaines. On va redémarrer petit à petit dans un plan de déconfinement. Il faut que ce soit sécurisé au maximum. Mais encore une fois, il faut que ce soit délibéré. Si ce n'est pas délibéré, ça n'a aucune chance, vu l'ambiance aujourd'hui, aucune chance d'aboutir. Sinon, le déconfinement ne pourra pas avoir lieu, ne pourra pas débuter le 11 mai. Il aura lieu d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Mais il se fera avec trop de risques, soit sur la santé, et donc, il faut veiller à ça. Je pense que tout le monde a en tête le risque d'une deuxième vague. Donc, il est hors de question de refaire vivre dans les hôpitaux ce qui a été vécu là et d'avoir le même nombre de victimes. Mais il y aura aussi un risque d'ambiance, de ce climat social extrêmement tendu.
si c'est vécu comme une contrainte et non pas des préventions en termes de gestion de risque à avoir, ce ne sera pas bien vécu. Mais vous savez, nous, on le voit très bien aujourd'hui dans les entreprises. Si vous regardez deux entreprises distinctes, mais qui sont à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre, dans le Nord, Amazon et Toyota. Dans une, il y a de longues discussions sur la façon dont on reprend l'activité, sur les gestes barrières, sur l'organisation du travail. Dans l'autre, Et donc ça marche. Et oui, ça marche à chaque fois qu'on se met d'accord et qu'on se dit qu'on va pas faire comme avant parce que la situation est nouvelle et qu'on associe les acteurs, l'ensemble des acteurs dans une entreprise, eh bien ça marche. Vous savez, cette crise, elle fera la démonstration que l'attente en termes de dialogue social est encore plus forte qu'avant. Parce que c'est comme ça qu'on fait face quand on a un risque finalement qui est assez indistinct, qui touche tout le monde dans une entreprise. Alors, vous parlez du dialogue social, justement, ça nous conduit à vous poser une question d'actualité, Laurent Berger. Le gouvernement a mis en place en fin de semaine un comité de suivi et d'évaluation des mesures économiques. Comment vous expliquez ce que vous regrettez, l'absence des organisations syndicales dans le cadre de ce comité de suivi et d'évaluation des mesures économiques? C'est une aberration totale. C'est déprimant. C'est inacceptable que dans le comité d'observation et de suivi des aides fournies aux entreprises, il n'y ait pas un représentant d'une organisation syndicale, qu'il n'y ait pas un représentant des travailleurs. Et que demandez-vous au gouvernement? Que les organisations syndicales soient présentes dans ce comité. Pour une raison simple, c'est quand on parle d'entreprise, on parle évidemment des dirigeants d'entreprise, mais on parle aussi des travailleurs. Et qu'il y a des milliards d'euros qui sont aujourd'hui attribués aux entreprises pour les aider. La CFDT ne remet pas en cause ces aides aux entreprises. Il faudra qu'on regarde les conditions, mais elle ne les remet pas en cause. Mais c'est hors de question que dans le suivi de ces aides, il n'y ait pas de représentants des travailleurs. Donc je demande au gouvernement de revenir sur cette composition et de faire en sorte qu'il y ait des représentants d'organisations syndicales. Alors, dans la perspective du déconfinement, Laurent Berger, est-ce que vous êtes favorable à la méthode du tracking? C'est-à-dire que l'on utilise les données individuelles de géolocalisation des personnes contaminées afin de retrouver les personnes avec qui ils auraient été en contact les 14 jours précédents. Et puis aussi, si vous êtes d'accord avec ça, avec quelle garantie? Moi, je suis assez réservé pour être tout à fait honnête à titre personnel, mais en même temps, je comprends qu'il faille concilier les enjeux de santé, mais je voudrais qu'ils soient conciliés avec les enjeux de liberté individuelle. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce soit sur la base du volontariat, et il faut des garanties en termes de respect des libertés individuelles. C'est pour ça que ça peut être, il faut suivre les préconisations de la CNIL. En tout cas, ça doit être que temporaire, si ça doit se faire. Il faut que ce soit sur la base du volontariat. Il faut des choses très claires sur l'effacement des données, et je pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir un avis positif de la CNIL. Mais je peux comprendre, encore une fois, et je ne suis pas un spécialiste de la question de santé, que ça puisse grandement aider sur la question de santé. Mais attention à ce que ça ne remette pas en cause durablement la question des libertés, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce qui est prévu aujourd'hui, mais il faut avoir une vigilance toujours très particulière sur la question des libertés. Vigilance aussi en ce qui concerne les transports. Laurent Berger, vous avez abordé ce sujet il y a quelques minutes. Est-ce que vous comprenez que dans la perspective du déconfinement, l'inquiétude monte chez les usagers des transports? Oui, je le comprends forcément. Vous savez, l'inquiétude, elle monte aussi chez les professionnels. Il y a eu dans les plateformes logistiques, mais aussi chez les transporteurs routiers, un certain nombre de victimes. Et parce que les choses se sont pas forcément au départ mis dans de bonnes conditions, même si ça s'est amélioré ensuite. Mais pour les usagers des transports, oui, je le comprends. Évidemment, c'est un sujet numéro un. Il y a plus ou moins d'acuité selon la région. Mais on sait que, par exemple, dans les régions où il y a des grandes métropoles, la question des transports, elle est fondamentale. Et on voit ce matin... Justement, Laurent Berger, Catherine Gouliard, la présidente de la RATP, dit « La distanciation sociale n'est pas faisable dans un réseau aussi dense ». Alors, on fait comment? Et ben justement, alors, c'est là où elle dit qu'il faudra absolument des masques. Et je pense que mais on sait que les masques, c'est pas du tout c'est pas pour remplacer des gestes barrières. Donc là, je pense qu'il y aura du retour au travail progressif et que tout un tas d'activités qui sont télétravaillables vont continuer d'être télétravaillées pendant un petit moment. Mais effectivement, il faut réfléchir à cette question des transports. Nous, dès le départ, quand il a été question de reprise d'activité, on a alerté le ministère du Travail et le ministère de l'Économie en disant vous ne ferez pas s'il n'y a pas la question de la gestion de l'école et la gestion des transports.
Et donc pour ça, soit il y a le développement de transports alternatifs, mais c'est plus facile à dire qu'à faire dans des régions comme l'Île-de-France, soit on continue de faire en sorte qu'un certain nombre d'activités soient télétravaillées pour qu'il n'y ait pas une affluence trop forte dans les transports. Et encore une fois, il faudra les équipements et les protections individuelles, sinon ça ne marchera pas. Les gens vont avoir trop peur. Parce que Alors, en ce qui concerne les transports, Laurent Berger, le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, allait laisser entendre, c'était vendredi, que les agents de la SNCF pourraient refuser le travail faute de mesures sanitaires suffisantes pour les protéger lors du déconfinement, expliquant, et je cite Laurent Brun, pas de protection sérieuse, pas de travail, estimant toujours le même Laurent Brun que rien n'a été fait pour que ce ne soit pas le bazar du confinement. Est-ce que vous l'approuvez en clair? Est-ce que la CFDT est sur la même longueur d'onde que la CGT s'agissant des transports? La CFDT, elle est très claire. Il faut que dans les transports comme ailleurs, les travailleurs qui se rendront à leur travail aient les moyens de leur protection et que ce soit assuré par le biais de protocoles de reprise d'activité qui soient discutés et négociés avec les représentants des salariés. Et donc, on adapte l'organisation du travail, la façon, les process de travail aux besoins, à cet impératif premier de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs. C'est vrai dans les transports comme c'est vrai dans toutes les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, je pense que tout le monde comprend qu'il y a besoin de transport public dans cette période. Et donc, l'idée, c'est pas de commencer à brandir des menaces de ne pas faire fonctionner les services publics de transport, mais c'est d'abord de s'assurer que les moyens de protection de ces travailleurs soient assurés. Et donc, si c'est le cas, et ça doit être le cas, il faut faire fonctionner les moyens de transport. Donc l'appel éventuel à la grève lancé par au mot d'ordre de grève pour le mois de mai lancé par la CGT, vous n'y êtes pas vraiment favorable? Non, mais bien sûr que non. La question, c'est d'agir au plus près pour que les travailleurs aient les protections nécessaires. Donc, ça veut dire que dans les entreprises, il faut ce protocole de reprise d'activité, cet accord de reprise d'activité, j'insiste là-dessus. Là où ça ne sera pas suffisant, la CFDT n'a aucun état d'âme à dire non, on ne peut pas reprendre l'activité. Là où il n'y a pas d'effort de l'entreprise pour que les conditions de santé et de sécurité soient assurées, oui, il n'y a pas de possibilité de reprise. Mais la façon dont on se situe dans cette période, c'est d'abord de dire négocions cette reprise d'activité. Ça veut dire qu'on va organiser différemment le travail, qu'on va revoir les processus de production et qu'à partir de là, on fera le point si c'est possible de reprendre ou pas. Mais je constate que lorsque c'est fait dans nombre d'entreprises, beaucoup d'organisations syndicales signent les protocoles de reprise d'activité ou les accords de reprise d'activité. Donc, ayons cette logique de dialogue. Personne n'a la science infuse dans cette période, chacun l'a bien compris. Mais si on fait marcher l'intelligence collective, c'est-à-dire le dialogue social, on doit pouvoir trouver des solutions adaptées à chaque cas d'entreprise. Chaque cas d'entreprise, chaque secteur aussi d'activité, chaque secteur au niveau de la fonction publique. L'autre secteur où la situation pourrait être problématique, Laurent Berger, c'est bien entendu l'éducation nationale. Alors, à 48 heures de la présentation de ce plan de déconfinement, on apprend que le conseil scientifique était pour le report de la rentrée en septembre. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de décider de faire rentrer les élèves à partir du 11 mai, alors que justement, le conseil scientifique était pour attendre septembre? J'avoue que c'est le sujet que je trouve un des sujets que je trouve le plus préoccupant. Parce que la question l'avis du conseil scientifique, ça compte quand même. Après, je peux comprendre que politiquement, y compris parce que des enfants sont en phase de décrochage. De décrochage et de difficultés durables si on leur permet pas de reprendre une activité scolaire, je peux comprendre que ce choix-là, il compte aussi. Vous savez, la vie continue malgré tout, les inégalités se creusent encore plus dans le cadre de ce virus. Mais il va falloir que ce soit très clair quand même sur la reprise d'activité dans les écoles. D'abord, il va falloir que ce soit discuté avec l'ensemble des professionnels, les enseignants, les personnels éducatifs, mais aussi les agents des collectivités territoriales qui travaillent dans les écoles. Ensuite, il va falloir se dire quels sont les élèves qui reprennent. Moi, la base du volontariat, j'avoue que ça me laisse perplexe. Ouais, est-ce qu'on peut dire que l'école est sur la base de la rentrée et la présence dans les écoles est sur la base du volontariat, alors que la rentrée est annoncée pour le 11 mai? Oui, mais c'est ça qui n'est pas clair. Mais on attend les précisions du Premier ministre. Si c'est sur la base du volontariat, je ne vois pas du tout comment ça peut s'organiser. Ça risque d'être très compliqué. Puis ensuite, il y a les conditions d'exercice des métiers
pour les professionnels de l'éducation ou des écoles, comment ça va se passer dans les classes très concrètement. Et ça, il va falloir laisser du temps pour que presque école par école, même si ça peut paraître difficile et compliqué, on adapte les choses. Parce que, vous savez, il y a des écoles où les conditions, par exemple, des toilettes ne sont pas exactement les mêmes que d'autres. Et les endroits, c'est plus ou moins en bon état, enfin plus ou moins adapté à la situation, même le nombre de classes. Et donc, ça, il faudra le voir. Moi, j'avoue que cette question nous taraude à la CFDT parce que on voit bien, d'abord parce que ce sont les enfants, donc les enfants, c'est un rapport particulier de la population à ses propres enfants, et puis ensuite parce que ils ont des comportements qui sont propres à des enfants, c'est-à-dire le respect des gestes barrières dans une école primaire, c'est pas totalement simple. Oui, dans un collège d'ailleurs aussi. Donc voilà, il faut regarder ça. Si ça se fait pas dans une discussion et surtout pas de façon unilatérale, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Est-ce que ce sont les maires qui devront décider de qui rentre dans les écoles, quelles écoles seront ouvertes et puis si il faut repousser la rentrée à plus tard ou pas? Les maires ont un gros rôle à jouer, mais vous savez, je crois que le gouvernement devrait, il le fait en partie, mais devrait sans arrêt avoir en tête de savoir comment les acteurs des lieux qui doivent reprendre une activité, et c'est vrai pour les écoles, sont associés ou non et ont une part de décision dans la façon de le faire. Donc oui, les maires, ils ont un rôle à jouer dans la reprise des écoles. C'est évident, parce que c'est aussi les écoles sont aussi de leur responsabilité. Mais très clairement, moi, je suis préoccupé des inégalités qui se creusent durant cette crise sanitaire. Elles sont aussi des inégalités scolaires, parce que la continuité pédagogique assurée par les enseignants, qui est extraordinaire, je tiens à le dire, qui font un travail extraordinaire. C'est pas facile pour nombre de parents parce qu'il faut avoir un certain nombre d'équipements, mais aussi parce qu'on peut travailler aussi pendant ce moment-là, et donc c'est compliqué. Ça veut dire que je comprends qu'il puisse y avoir une préoccupation pour ceux qui décrochent, et en même temps, il faut gérer les conditions en termes de santé pour les enfants, mais aussi pour les professionnels enseignants ou des collectivités territoriales ou des prestataires qui peuvent exister dans les écoles, les collèges. Et ça, si ça ne se discute pas au plus près des réalités, il n'y a aucune chance que ça marche, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc, je crois que le Premier ministre, mardi, quand il s'exprime, il faut très clairement qu'il dise que entre mardi et la semaine et le 11, il n'y aura aucune minute de perdue dans les discussions et les concertations avec l'ensemble des acteurs, donc avec les maires, avec les personnels éducatifs, avec les agents territoriaux, pour regarder comment les écoles peuvent reprendre. Et alors, il y a aussi le problème économique, des secteurs économiques qui souffrent plus que d'autres, à savoir l'hôtellerie-restauration, le tourisme, l'automobile et les transports aériens. Alors d'abord, est-ce que vous approuvez cette première étape dans le sauvetage d'Air France à travers l'injection par l'État de 7 milliards d'euros à Air France? Bruno Le Maire n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous approuvez cette proposition? Oui, très clairement, moi, pour avoir discuté encore plusieurs fois la semaine dernière avec les équipes CFDT d'Air France, il y avait une inquiétude qui était maximale. Donc, qu'il y ait un engagement de l'État pour sauver cette compagnie, évidemment qu'on approuve. Après, la nationalisation, si elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il faut regarder quelles vont être les conditions des aides qui seront allouées aux entreprises. Et c'est vrai pour Air France comme c'est vrai pour les autres. C'est quelles conséquences sociales, quelles conséquences écologiques. Et donc, oui, il fallait ce plan pour Air France, je crois, ne serait-ce que pour sauver une compagnie nationale, mais surtout pour les milliers de salariés qui y travaillent. Maintenant, c'est loin d'être la fin de l'histoire parce que le transport aérien ne va pas repartir comme ça facilement. On nous dit que ça va prendre 2 ans à repartir, donc c'est très long. Il y a aussi ce 5 milliards en direction de Renault. Alors, des milliards sont versés pour ces entreprises. Une vingtaine de milliards sont prévus pour aider les entreprises qui pourraient avoir des problèmes. À quelles conditions ces sommes peuvent être versées à ces entreprises privées ou éventuellement semi-publiques? Les conditions, c'est leur engagement sur la question de sociale,
et du respect de l'emploi, des conditions de travail. C'est des engagements sur la question écologique, c'est-à-dire quand on parle par exemple de l'automobile, est-ce qu'on en profite pour réorienter encore davantage vers de la production de véhicules propres, et pareil sur le transport aérien, il faudra aussi des impératifs de ce type, mais ce sont aussi des impératifs sur la répartition de la richesse créée, c'est-à-dire vous savez, donc par rapport au versement par exemple des dividendes. Bien sûr, par rapport au versement des dividendes, par rapport aux rémunérations de certains hauts dirigeants. Vous savez, cette crise, elle aura mis en illustration que les entreprises ont besoin de l'État, fortement, et qu'elles sont très dépendantes de l'État. Parce qu'aujourd'hui, et à juste titre, c'est l'État qui assure une forme de continuité de survie des entreprises. Il faudra que ce ne soit pas oublié dès le lendemain de la sortie de crise, en disant on ne veut pas de réglementation, on ne veut pas de règles, on ne veut pas... Quand j'entends par exemple que certaines organisations de très grandes entreprises revendiquent qu'on retarde l'application des impératifs écologiques, non, ça peut pas être le cas. C'est-à-dire que vous pouvez pas, on peut pas, elles vont pas pouvoir repartir demain en faisant fi de la nécessité du bien commun, du devenir collectif. Et ce devenir collectif, c'est davantage de justice sociale. Et ça, c'est là où on reviendra sur la répartition de la richesse créée dans les entreprises. C'est davantage de nécessité écologique, en tout cas continuer de s'inscrire dans la transition écologique. Et puis, c'est peut-être aussi dans la gouvernance de ces entreprises une place plus forte faite aux représentants des travailleurs. Alors, au-delà des transports, Laurent Berger, la CGT, on parlait de la CGT tout à l'heure concernant les transports, la CGT rechigne à l'idée de reprendre l'activité industrielle, voire salariée. Est-ce que participer à l'effort de guerre, pour reprendre le terme du président de la République, c'est aussi contribuer de la part des salariés et des travailleurs à la reprise, et ça serait comment et à quelles conditions? D'abord, pour le coup, je ne partage pas cette notion de guerre, pour être tout à fait franc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la situation actuelle, on voit bien que la situation économique se dégrade fortement et que personne ne peut s'en réjouir parce que derrière, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés, pour ne pas dire des centaines. Et encore une fois, la CFDT, elle ne veut pas une reprise d'activité à tout crin, peu importe les conditions. La CFDT, elle dit qu'il faut sécuriser la santé et la sécurité des travailleurs et qu'il n'est pas illogique que l'activité reprenne dans un certain nombre de cas quand c'est assuré. Toyota a repris cette semaine, à très faible volume, mais a repris, et tout un tas d'entreprises fonctionnent parce qu'il y a eu ce dialogue social. Donc, je pense que les efforts, vous savez, les travailleurs les font déjà. Et la question, ce n'est pas de l'effort collectif ou individuel qu'il faut parler, c'est qu'est-ce qu'on veut construire demain. Et on a une opportunité, y compris dans le monde du travail, à considérer autrement l'entreprise demain, sa place dans la société, le rôle du travail, la question de l'organisation du travail, à partir de ce qu'on vient de vivre. Mais pour ça, il faut reprendre l'activité lorsque c'est possible en termes de santé et de sécurité. Donc, le débat ne peut pas être d'un côté, on ne veut pas reprendre tant qu'il y a toujours ce virus, parce que ce virus, il risque d'être là encore pour de longs mois. Et c'est impossible économiquement, on le sait. Et de l'autre côté, ce qu'on entend aussi, c'est quand on va reprendre, faudra travailler plus, de la sueur et des larmes, des efforts. Faudra pas la ramener trop parce que il faudra faire tourner quoi qu'il en coûte les entreprises. Non, 3 fois non à ces deux options. L'option intermédiaire, c'est davantage de dialogue social. C'est de faire en sorte que l'économie soit beaucoup plus respectueuse du besoin d'égalité, du besoin de justice sociale, et qu'on ne reparte pas vers les vieilles marottes d'autrefois, qui est de dire que l'économie devait prédominer sur le social. Non, il faut repartir autrement, mais il faut repartir. Social, justement, il y a déjà 10 millions de salariés au chômage partiel. Laurent Berger, est-il pensé 10 millions de chômeurs de plus d'ici à la fin de l'année? Moi, je ne serais pas un oiseau de mauvais augure en disant il y aura tant de chômeurs de plus d'ici la fin de l'année. J'en sais rien pour l'instant. Il faut tout faire pour l'exiter. Et donc, il faudra évidemment que les mesures de chômage partiel ne s'arrêtent pas du jour au lendemain parce qu'on aurait déconfiné. Parce qu'il y aurait une reprise d'activité partout qui serait
serait décrétée ou mise en place. Il va falloir continuer d'accompagner. Mais c'est clair qu'il va y avoir une augmentation du chômage, malheureusement, et on le regrette. Et ça veut dire que justement, il va falloir prendre les choses autrement. Il va falloir. Moi, j'étais conseiller en insertion professionnelle. Je suis bien placé pour savoir que dans ces périodes-là, ce sont les plus fragiles qui vont encore plus trinquer. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge, par exemple, la question, la remise en route, même si c'est sur des formes différentes d'emploi aidé, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, de soutien, de formation professionnelle. Voilà, oui, il y a un risque d'augmentation du chômage. Il va falloir lutter contre ça en accompagnant encore plus ceux qui y sont exposés. Alors justement, vous dites, Laurent Berger, dans ces périodes-là, ce sont les plus fragiles qui vont le plus tranquille. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certains quartiers où il y avait déjà davantage de pauvreté, il y en a encore plus aujourd'hui. Comment on fait pour régler, pour contrer ces problèmes sociaux évidents et grandissants et est-ce juste de dire que la deuxième vague de cette crise sera sociale? D'abord, comment on fait? On répond par des mesures d'urgence. C'est pour ça que la CFDT, avec Caritas France, avec la Fondation Abbé Pierre et d'autres organisations, ATD Monde, a réclamé une prime pour, je ne sais pas si le mot prime est très adapté, mais en tout cas une aide pour les familles qui sont en situation de pauvreté, pour faire face à ce coût supplémentaire qu'est le confinement, parce qu'il n'y a pas la cantine des enfants, parce qu'un certain nombre de produits de première nécessité sont plus difficiles ou sont plus chers, etc. Donc cette aide, elle a été de 150 €. Nous, on regrette. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Non, elle n'est pas suffisante en termes de montant, mais surtout, elle ne concerne que les familles. Et il faut que ça concerne y compris les personnes qui vivent seules, qui ont le RSA, par exemple. Il y a eu de la part du gouvernement, mais en tout cas, elle existe. Donc, c'est un premier pas qu'on salue, mais on demande que ça aille un peu plus loin. Il y a eu aussi ce déblocage de plus de 30 millions d'euros sur l'aide alimentaire. Et puis, il y a ce formidable travail fait par tout un tas de bénévoles, d'associations pour distribuer de l'aide alimentaire et de l'aide aux familles les plus en difficulté. Ça, c'est la mesure d'urgence. Il faut les saluer. Il faut aussi les accompagner, notamment par des dons. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent moins dans la période, par des dons aux associations qui sont auprès de ceux qui souffrent le plus. Et presque, il faut lancer un appel aux dons. Et puis, deuxièmement, il faudra aussi regarder comment notre société a traversé cette période et comment, en fait, elle a été, je le disais tout à l'heure, révélatrice de toutes les inégalités. Et demain, l'attention prioritaire qu'il faut porter à ceux, à la sortie de la crise, c'est à ceux qui sont le plus en difficulté. Et donc, il ne faudra pas oublier demain toutes ces familles, tous ces travailleurs, tous ces qui ont été durement exposés, qui ont occupé leur poste de travail, qui peuvent subir aussi des situations de pauvreté tout en travaillant. Donc, notamment des logiques de revalorisation, d'aide sociale renforcée, d'augmentation du RSA, de l'attribution du RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Enfin voilà, il va falloir se poser ces questions-là sur lesquelles nous, on travaille en termes de propositions qu'on fera au gouvernement. Alors, justement, donc, le gouvernement a présenté son plan de relance. La crise sanitaire, elle est encore en cours. À la rentrée, il y aura sans doute un plan de relance. Qu'est-ce que vous attendez de ce plan de relance? Qu'est-ce que vous proposez pour que justement ce plan de relance vienne au secours des personnes les plus en difficulté, au secours des chômeurs? Est-ce que la question des salaires devra être posée et comment? À travers éventuellement ou pas une conférence sociale? Laurent Berger? Oui, nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait une conférence sociale et écologique du pouvoir de vivre qui se mette en place très vite à l'issue de ces périodes de crise sanitaire et de confinement. Pourquoi? Parce que d'abord, il va falloir regarder ce que nous dit cette crise. Cette crise, elle nous dit qu'on a besoin de services publics, mais qu'on a aussi besoin de travailleurs qui ont une forte valeur ajoutée sociale, mais qui sont peu reconnus socialement et en termes de rémunération. Elle nous a montré les inégalités dont je vous parlais tout à l'heure. Elle nous a montré aussi la dépendance des entreprises à la puissance publique, qui est exacerbée en temps de crise. Elle nous a montré aussi que là où on dialoguait, on était beaucoup plus malin que là où on le faisait de façon seule. Et puis, elle a montré que l'État avait un rôle, que l'État-providence avait un rôle, même si l'État s'est affaibli ces dernières années.
Et donc, nous, ce qu'on proposera, c'est pas de continuer comme avant. Et les premières mesures, oui, elles devront être en termes de justice sociale par, d'abord, je le dis, davantage de dialogue social dans les entreprises et des discussions sur la répartition de la richesse créée, la reconnaissance de ces métiers à forte valeur ajoutée sociale dont je parlais. Il faudra renoncer à la réforme de l'assurance chômage comme à celle des APL. Et des retraites. Oui, bien sûr, celle des retraites, elle va tomber de fait. On ne va pas se remettre sur la question des retraites. Donc, je vous rappelle, la conférence de financement, elle parlait de comment trouver du financement entre 8 et 12 milliards d'euros d'ici 2027 pour financer les retraites. Quand on sait que le coût de cette crise, et j'espère qu'on va revenir sur la gestion de cette dette, le coût de cette crise aujourd'hui, la question des retraites, elle va tomber, même si la CFDT, je vous le dis, continue de plaider pour un régime universel des retraites parce qu'il est beaucoup plus juste. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on y reviendra. J'espère qu'on y reviendra. Mais tout le monde sait que c'est pas à l'automne. En tout cas, c'est pas à l'automne et c'est pas a priori avant la fin du quinquennat, Laurent Berger. Bon, en tout cas, on est 2 ans avant la fin du quinquennat, même si c'est pas un horizon pour les Français, la fin du quinquennat. Mais en tout cas, c'est clair que d'ici les 2 années qui viennent, on aura beaucoup à gérer des conséquences de ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Et donc, sans doute que la question des retraites ne sera pas prioritaire. Alors, on va parler du financement justement de la dette. Une question quand même sur un point de détail. Geoffroy, qui est important. Geoffroy Roux de Béziers avait évoqué l'idée d'un allongement, et vous avez fait référence tout à l'heure, l'allongement du temps de travail après le confinement pour contribuer à la relance de l'économie, ce que Bruno Retailleau et une partie de la droite reprennent à leur compte en proposant, Retailleau aujourd'hui dans Le Parisien, la sortie des 35 heures et le passage aux 37 heures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, une question plus précise, la question du temps de travail doit faire partie du débat post-crise sanitaire. Mais vous savez, dans certaines entreprises, la question du temps de travail, elle se posera parce qu'il n'y aura pas assez d'heures de travail à faire pour tous les gens qui sont dedans. Donc, et dans d'autres endroits, ce sera l'inverse. Donc, dans le dialogue social, dans les entreprises, il peut se passer tout un tas de choses qui font que les représentants des salariés et les entreprises et les chefs d'entreprise fassent des choix dans le cadre du dialogue social. Mais poser la question globale, comme si le sauvetage de l'économie demain, c'était de sortir des 35 heures, c'est juste un combat d'arrière-garde, je le dis comme je le pense. La question demain, c'est comment on travaille tous. Pas comment on travaille plus, comment on travaille tous. S'il y a des centaines de milliers de nouveaux chômeurs, la question, elle sera quand même davantage comment on travaille tous, comment on accompagne ces demandeurs d'emploi potentiels pour garder ou retrouver un travail. Et puis, il se posera aussi une question de comment on travaille mieux. Parce que cette période, on y viendra, nous, on rendra public le 1er mai une enquête qu'on a réalisée. Cette période, elle nous dit des choses aussi sur notre rapport au travail et sur une aspiration à travailler mieux demain, autrement demain. Donc, c'est sûrement pas en allant sur ces vieilles marottes qu'on créera de la cohésion sociale et du rebond économique. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Donc, une question par rapport à la dette. Il y a la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, mais aussi donc cette question de la dette à rembourser. Quel dispositif faut-il envisager pour la rembourser, justement, cette dette ? Peut-elle l'être à court terme ou plutôt à long, voire à très long terme ? En clair, les pays de l'Union peuvent-ils s'en sortir sans renvoyer aux générations suivantes le remboursement d'une dette qui sera abyssale, Laurent Berger ? D'abord, il y aurait une grosse erreur à faire, c'est de considérer que la dette doit être remboursée très très vite. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y aura pas possibilité de le faire sans des mesures qui seraient de l'ultra-austérité et des mesures très très dures. Et donc là, on aura un autre élément qui sera le climat social et le climat démocratique. Et c'est quoi la bonne durée du remboursement ? Eh bien, certains parlent d'une dette perpétuelle sur 100 ans. Est-ce que ça peut être le cas ou pas ? Oui, je crois que c'est une très bonne proposition. Je vais vous dire, cette dette, elle a une particularité, c'est que la plupart des pays du monde en ont contracté pour faire face à cette crise. Est-ce qu'on considère que le choix de la vie, le choix de l'humain qui a été fait à peu près partout dans le monde, en faisant en sorte qu'on ait des mesures de confinement, des mesures sanitaires pour sauver des vies, est-ce qu'on considère demain que c'est ça qui compte ? Si on le fait de façon multilatérale, on le fait notamment en particulier en Europe, parce que c'est là où ça va commencer, en disant qu'on a tous contracté les dettes pour faire face à cette crise et qu'il faut les rendre perpétuelles et les mutualiser, on aura fait un grand pas.
je crois qu'il faut il faut pas traiter de la même manière que la dette, par ailleurs, les dettes qui peuvent exister dans les États, les dettes publiques. Il faut pas traiter celle du Covid, contractée pour le Covid, de la même manière, avec les mêmes règles. Et donc, oui, il y aura un rôle au niveau européen. Il faudra que la BCE puisse racheter des dettes d'État. Et puis, je crois qu'il faudra demain profiter encore avoir des logiques d'investissement. Si la logique, c'est juste un remboursement de la dette, on va dans le mur. Il faudra investissement avec grands travaux au niveau européen peut-être pour relancer l'économie. Avec des grands travaux, le Green Deal qui est annoncé, il faut le maintenir. Il faut l'accompagner d'un social deal. Il faut regarder comment mettre l'épargne au service d'une relance écologique et sociale avec, par exemple, l'investissement socialement responsable. Et on sait qu'il y a l'épargne existe dans notre pays. Il faudra profiter des taux bas pour investir dans une économie qui allie l'impact, l'enjeu économique, mais aussi avec l'enjeu écologique et social. On pourra revenir sur de la fiscalité, notamment pour que les revenus du capital soient soumis au barème de l'impôt sur les revenus. Et instaurer un impôt unique progressif sur le capital. Enfin, il y a des choses à faire. Avant une question sur les conséquences politiques de cette crise, ça sera l'une des dernières questions de cette émission. Le remboursement de la dette, donc on peut imaginer une dette remboursée sur les 100 ans qui viennent ? Oui, bien sûr. Enfin, je crois que ce qu'on est en train de traverser, c'est unique pour nos générations. C'est totalement unique. Soit on se met dans une logique demain qui est une seule logique de remboursement de la dette, alors que, encore une fois, elle a été largement contractée par tout un tas de pays, et notamment en Europe, soit on décide que cette période, elle nécessite une profonde transformation, une forme de reconstruction, même si on n'est pas en guerre, mais une reconstruction de nos modèles, et que l'Europe est le lieu, l'enjeu numéro 1 de reconstruction de ce modèle. Et si on prend la question de la dette d'abord comme sujet numéro 1 au lieu du modèle économique, écologique et social comme le conçoit, on ne peut pas s'en sortir. Une profonde bêtise. Alors, dernière question, deux, trois dernières questions, Laurent Berger. Il y a aussi les conséquences politiques de cette crise. On nous parle d'une crise, Laurent Berger, du niveau de celle de 1929. 1929 avec les conséquences que l'on connaît, l'arrivée d'Hitler, de Mussolini, du régime viciste à Paris, donc des régimes totalitaires au pouvoir autour d'une idéologie de la haine, du racisme, de la peur et de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des fake news. Et c'est-à-dire que le risque politique aujourd'hui est du même ordre que celui qu'on a subi dans les années 30 et 40. Je me méfie toujours des comparaisons historiques un peu qui peuvent être hasardeuses, mais oui, on a un risque politique et démocratique important. Parce que certains vont vouloir nous vendre que dans les pays autoritaires, ça a été géré plus facilement, de meilleure manière, parce que la tentation d'opposer les uns aux autres va se faire, parce que le repli sur soi va être présent, parce qu'on va rechercher des boucs émissaires. Oui, il y a un risque très important. Et pour le combattre, il ne faut pas essayer de chercher la négation de ce qui peut nous faire nous confronter parfois, mais il faut créer les conditions du dialogue, d'un dialogue citoyen, d'un dialogue économique, d'un dialogue social, qui prennent en compte toutes les parties prenantes. Moi, ce que je plaide, c'est pas se mettre tous derrière un ou deux qui décident, et puis dire c'est l'unité, et peu importe si on est d'accord ou pas. Ce pourquoi je plaide, c'est qu'on ait le temps du dialogue partout, qui permettent de se reposer la question de ce qu'on veut faire demain de notre modèle, de notre société, de notre modèle de développement. Sinon, Laurent Berger, c'est les populismes et les populistes qui peuvent être les grands bénéficiaires et les vainqueurs de cette crise. Et bien sûr, on voit bien que tout circule, tout et n'importe quoi circule, qu'on commence à dire que c'est de la faute d'un tel et d'un tel, de telle catégorie de citoyens, et c'est insupportable. Enfin, personne ne peut douter que le Rassemblement national va être en embuscade à l'issue ou à la sortie de cette crise. Et si on veut combattre cela, il va falloir qu'on s'écoute mutuellement. Et donc, il est hors de question que cette écoute, ce soit la reprise de la verticalité, en disant voilà, on va le faire, voilà ce qu'on va faire, on vous demande de l'accepter, mais il va falloir qu'on délibère pour savoir comment on trouve les bons compromis pour que demain, on ne reparte pas comme avant, mais qu'on ne tombe pas non plus dans les vieilles lunes que certains voudront nous vendre, qui serait le repli sur soi, le nationalisme et tout ce que ça engendre malheureusement. Ça veut dire que, quelque part,
si ça ne fonctionne pas, ce plan de relance, la sortie de crise, ainsi de suite, Marine Le Pen, elle peut être au pouvoir en 2022 ? J'espère pas. Là encore moins est un oiseau de mauvais augure. Ça veut dire très clairement, je crois, que tous les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux ou associatifs dans cette période, ont une responsabilité. Et qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne la CFDT, nous n'allons pas la fuir. Et cette responsabilité, c'est de considérer qu'il faut s'engager dans les voies de la discussion, de la concertation et même de la négociation sur la reprise d'activité, mais aussi sur ce que doit être le monde de demain. Et je crois encore une fois que le président serait bien inspiré de convoquer cet été, début septembre, cette conférence écologique et sociale du pouvoir de vivre, ces états généraux, il appelle ça comme il veut, mais qui font que les forces vives de ce pays, y compris en associant les citoyens sous différentes formes, puissent se confronter pour se dire voilà ce qu'on veut construire demain comme projet collectif. Voilà. Et ça veut dire vers quoi on veut aller et comment on va s'y prendre. Est-ce que ça peut passer, est-ce que ça doit passer par une union nationale en réponse à la crise, éventuellement par ce que Jean-Pierre Chevènement appelait un gouvernement de salut public ? Je suis pas un politique, donc c'est pas à moi de répondre à ça. Je ne crois pas que la bonne voie soit forcément de nier nos divergences sur un certain nombre de sujets. Elles sont plutôt de trouver les voies du compromis. Donc je crois que moi j'en appellerais plutôt à la responsabilité des forces politiques, de ne pas avoir la prochaine élection en tête, mais d'avoir ce qu'est normalement leur rôle aussi, une vision pour le pays, et d'accepter qu'on puisse le confronter avec les uns et les autres pour essayer d'en trouver le compromis qui sera à faire. Et ce compromis, il ne sera pas autrement que la justice sociale, la transition écologique et de nouvelles pratiques démocratiques. Je crois à ça. C'est très, très difficile parce que tout le monde pourrait être tenté de se planquer en se disant c'est de la faute à un tel, c'est des coupables, etc. Ou d'autres, ceux qui dirigent, pourraient être tentés de dire c'est moi qui décide, point barre. Eh bien, les deux feraient une profonde erreur. En tout cas, la CFDT et toutes les associations avec lesquelles on travaille dans le pacte du pouvoir de vivre est prête à s'investir dans la reconstruction, la transformation qu'il faut et que ce virus, finalement, aura amené. Et si c'est le cas, peut-être que ça aura été, malgré les drames, une forme d'opportunité collective. Si on ne la saisit pas, ce sera un drame. Merci en tout cas Laurent Berger d'avoir répondu à notre invitation. Avant de nous quitter, je voudrais rendre hommage au nom de Radio J à Claude Barouche, emporté hier par le coronavirus et qui fut pendant des années un chroniqueur du dimanche après-midi sur Radio J. Je voudrais adresser un message d'amitié ainsi que nos condoléances attristées à sa famille. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.